Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va explorer brièvement le deuxième chapitre de la matière intelligence artificielle et commandes avancées, accessible aux étudiants Master 1 spécialisés en hydrogène vert, vecteur d'énergie de l'Université de Sétif 1 Farhat Abbas. Le chapitre s'intitule Logique floue et ses applications et on va présenter dans ce qui suit une introduction à la logique floue. Le cours de ce chapitre visait à permettre l'apprenant de savoir le principe de la logique floue, connaître la théorie de base des ensembles flous et savoir comment construire un système d'inférence floue et de comprendre l'utilisation et l'application de la logique floue dans un système de contrôle. Le plan de ce cours consiste une brève introduction sur l'intelligence artificielle et l'approche de la logique floue, des notions de base sur les ensembles flous, et le principe de conception d'un contrôleur flou. L'intelligence artificielle est définie comme l'ensemble de réalisations et de recherches qui essaient d'imiter artificiellement les performances humaines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est intégrée presque dans tous les domaines. Son application s'élargit notamment dans le domaine industriel. Dans l'industrie, pour optimiser et évoluer le contrôle et la supervision des processus, le recours aux techniques de l'intelligence artificielle est l'une des solutions efficaces. Parmi ces techniques, la logique floue. Cette technique a été introduite dans le but d'approcher le raisonnement humain à l'aide d'une représentation adéquate des connaissances. Elle donne les moyens de convertir une commande linguistique, c'est-à-dire un ensemble de règles de la forme si alors, basée sur le raisonnement humain, en une commande automatique, permettant la commande des systèmes complexes dont les informations sont exprimées d'une façon vague et mal définie. Les bases théoriques de la logique floue ont été établies en 1965 par le professeur Lotfi Zadeh. Dans le premier temps, la logique floue a pour préoccupation principale les domaines non techniques, tels que le commerce, la médecine et en particulier le raisonnement approximatif dans le contexte de l'analyse de décision, de la présentation des connaissances et des systèmes experts. Puis, au début des années 80, l'attention a commencé à se déplacer vers le contrôle et le réglage dans les processus industriels liés à l'énergie, la transformation de la matière et dans la robotique, etc. Il est beaucoup plus facile de dire si une personne est un homme ou une femme, si une personne est en classe terminale ou pas, mais il est difficile de dire si quelqu'un est beau. La notion de beauté est sujette à plusieurs discussions. C'est là où intervient la théorie des ensembles flous. Pour exprimer des informations dites incertaines ou imprécises, on se sert de certaines formes linguistiques, telles que grand, petit, très, peu, moins, chaud, froid, etc. La logique classique ne peut traiter que deux états, vrai ou bien faux. Elle se trouve donc incapable de représenter convenablement ces formules linguistiques. C'est là où intervient la théorie des sous-ensembles flous. La théorie des ensembles flous est une théorie mathématique basée sur la généralisation de la théorie des ensembles classiques. Elle permet la représentation de valeurs intermédiaires entre 0, c'est-à-dire complètement faux, et 1, c'est-à-dire complètement vrai. Cela permet une plus grande flexibilité dans la description de phénomènes qui ne sont ni totalement vrais ni totalement faux. Prenons l'exemple d'un récipient contenant de l'eau, dont la température varie entre 0 et 40 degrés Celsius. Une personne va toucher le récipient sans qu'elle sait exactement sa température. Peut dire s'il est chaud, froid, très chaud ou bien très froid. Mais comment peut-on représenter ces résultats? Si on tient compte de la logique classique, toute valeur de température inférieure à 20 degrés Celsius est considérée comme froide et celle qui est supérieure à cette valeur est considérée chaude. Cependant, une telle logique de classification n'est même pas une logique. D'abord, pourquoi la valeur 19,9 degrés Celsius doit être considérée froide, tandis que la valeur 20,1 degrés Celsius est chaude, alors que, en réalité, que ces deux valeurs sont presque les mêmes.
La logique floue envisage le problème d'une autre façon. Cette représentation indique que la valeur de 20 degrés Celsius est considérée froide, avec un degré d'appartenance de 0,5 à la fonction d'appartenance froid, et chaud avec le même degré d'appartenance, c'est-à-dire le même taux de présence. Ainsi, la température de 30 degrés Celsius est considérée totalement chaude, à 100%, avec un degré d'appartenance égal à 1 et froide à un degré d'appartenance égal à 0. Donc, le concept de ce ensemble flou a été introduit pour éviter le passage brusque d'une classe à une autre, par exemple de la classe froid à la classe chaud, et autoriser des éléments n'appartenir complètement ni à l'une ni à l'autre, à être tiède par exemple pour la température de 20 degrés Celsius. On passe maintenant à l'application de la logique floue dans le domaine de la commande. Lorsqu'un opérateur humain commande manuellement un système, les actions qu'il réalise sont dictées par une connaissance subjective du fonctionnement de ce système. Par exemple, si l'eau est chaude dans une piscine, on la refroidit. Si elle est très chaude, on la refroidit plus. Cette commande du système peut être envisagée de façon différente selon la personne qui la réalise. Ce principe, c'est-à-dire le raisonnement flou, est la base de la commande floue. La commande par logique floue peut s'appliquer à tout domaine de la commande traditionnelle. De plus, elle peut opérer lorsque les procédés à commander sont mal connus ou difficiles à décrire précisément, ou lorsque les variables sont évaluées subjectivement et exprimées en langage naturel et non numériquement. La structure générale d'un régulateur flou comporte essentiellement 4 parties: un bloc de spécification, une base de règles, un mécanisme d'inférence et un bloc de déspécification. On commence par la spécification qui sert à transformer les variables numériques non floues provenant des entrées en variables linguistiques floues. Ce traitement flou consiste à définir les variables floues des entrées et des sorties, puis définir les fonctions d'appartenance pour chacun des ensembles flous correspondant aux variables floues. Enfin, la spécification va attribuer à chaque valeur de la variable d'entrée un degré d'appartenance de chacun des termes linguistiques définis. La base des règles et mécanismes d'inférence. À partir de la base des règles floues de type C alors fournies par l'expert et les sous-ensembles flous des entrées et de sorties correspondant à la spécification, le mécanisme d'inférence effectue une relation entre les fonctions d'appartenance des entrées et les fonctions d'appartenance de sortie. L'inférence ou la prise de décision est le noyau du contrôleur flou. Elle a l'aptitude de simuler la prise de décision de l'être humain en se basant sur les concepts flous et l'expertise. Il y a plusieurs sortes d'inférences floues. Le plus utilisé est celui de Mamdani, c'est-à-dire la méthode min-max. Le bloc de déspécification est l'inverse de celui de spécification. Il sert à transformer l'ensemble flou résultant de l'inférence de différentes règles en une valeur numérique unique représentative de cet ensemble. Cette valeur numérique est appliquée pour commander un processus réel. Plusieurs stratégies de spécification existent dans la plus communément usitée dans la littérature, la méthode de centre de gravité. Pour mieux comprendre le principe d'un contrôleur flou, on prend l'exemple d'un système de commande de la vitesse d'un ventilateur de maison, ayant 2 entrées, la température et l'humidité, et une sortie, la vitesse de ventilateur. La conception du contrôleur utilisant l'inférence Mamdani procède selon 4 étapes: la spécification des variables d'entrée, l'évaluation des règles et l'agrégation des sorties des règles floues et finalement la déspécification. Pour la première entrée floue, la température, on définit trois sous-ensembles: température faible, moyenne et élevée. La deuxième entrée, c'est l'humidité, qui peut prendre les 2 variables linguistiques sec et humide. Et la sortie du système de commande et la vitesse de ventilateur, qui peut prendre les 3 variables linguistiques vitesse faible, vitesse moyenne et vitesse
élevée. On commence par l'étape de phasification. Supposons qu'il fait actuellement 18 degrés Celsius et que l'humidité est de 80. On applique ces entrées sur les fonctions d'appartenance pour déterminer les degrés d'appartenance à chaque variable. Une température de 18 degrés Celsius correspond à une appartenance de 0,5 à l'ensemble faible et une appartenance de 0,33 à l'ensemble moyenne. De la même façon, une humidité de 80% correspond à une appartenance de 0,25 à l'ensemble sec et une appartenance de 0,75 à l'ensemble humide. Il faut maintenant évaluer les règles en fonction des entrées obtenues, c'est-à-dire de température et de l'humidité, en appliquant les opérateurs flou et ou correspondants pour combiner les règles. On prend ici 3 règles floues. Le mécanisme de décision permet de calculer les ensembles flous associés à la commande, c'est-à-dire vitesse de ventilateur. Maintenant, le résultat obtenu de chaque règle est appliqué à la fonction d'appartenance de la conséquence, c'est-à-dire la vitesse de ventilateur. À la fin de l'inférence, l'ensemble flou final de la commande est déterminé. Il reste que le défisifier en calculant son centre de gravité. Le ventilateur doit être donc à 26,67% de sa vitesse maximale. On termine notre cours par les avantages et les inconvénients des systèmes flous. L'avantage majeur de ces modèles de Mamdani est que les prémices et les conclusions des règles sont de nature entièrement linguistique. Ceci les rend facilement compréhensibles et donne une interprétation sémantique claire au modèle. En revanche, le système flou de Mamdani possède des inconvénients. Un grand nombre de règles et se vont nécessaires pour approcher le comportement global d'un système. Le deuxième inconvénient, du point de vue purement théorique, réside dans la mise en œuvre heuristique, ne prenant en compte aucun critère de stabilité ou de robustesse de la théorie de la commande. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention.